Je me souviens du son de ma propre respiration avant l'accident. Lente, nerveuse, le genre de souffle que l'on prend quand on essaie de se convaincre que tout va bien, même quand son instinct hurle que ce n'est pas le cas. J'avais 17 ans et mes parents venaient à peine de me prêter la berline argentée rouillée qu'il entretenait à peine. Tant que je passais chercher ma petite sœur à son cours de danse et que je la déposais ensuite au salon, tout allait bien. C'était toujours comme ça. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. J'étais la fille de course, le chauffeur gratuit, le plan de secours quand tout le monde avait de vrais projets. Et pourtant, même en le sachant, je disais toujours oui, parce qu'une partie de moi voulait encore être remarquée. Je voulais encore que ma mère me dise « Merci chérie » au lieu de « Ne sois pas en retard, ces cheveux sont plus importants que tes excuses ». Accident de voiture. Mais ce soir-là, il pleuvait. Pas une pluie légère, pas une bruine douce. Non, des rideaux d'eau, un torrent. Les routes de notre ville se noyaient vite, et les pneus de la berline n'avaient plus aucune adhérence. Papa n'avait jamais jugé urgent de les changer. J'étais à 5 minutes du salon quand le monde s'est renversé. Un mauvais virage, un frein manqué, un éclat de phare. Le cri ne sortit jamais de ma gorge. Le métal hurla plus fort. Le verre vola en éclats. Mon bras heurta le volant. Quelque chose craqua. Puis le silence. Je me suis réveillée avec du sang dans la bouche et ma jambe gauche engourdie. Le côté passager était écrasé, me retenant prisonnière. Mon téléphone avait été projeté quelque part sous le siège. L'airbag avait brûlé ma poitrine. Je me souviens avoir pensé, c'est fini. C'est comme ça que je vais mourir, dans la voiture que mon père n'a jamais réparée, en essayant d'emmener ma sœur à son fichu rendez-vous de coiffure. Mais alors j'ai vu de nouveau des phares. J'ai cligné des yeux à travers le flou. Une voiture approchait. Le SUV de mes parents. Soulagement. Pendant une demi-seconde, j'ai cru que j'étais sauvée. Ils se sont arrêtés. Ma mère a sauté dehors, non pas vers moi, mais vers le côté passager où Émilie, ma sœur de 15 ans, sanglotait mais n'avait pas une seule blessure grave. Elle va être en retard, hurla maman. Je t'avais dit que cette voiture était une épave, aboya papa en examinant le capot écrasé. Ils ne sont pas venus de mon côté. Pas même quand j'ai gémi. Pas même quand j'ai pleuré. Je crois que mon bras est cassé. Émilie avait une égratignure sur la joue. C'était tout. Mais maman lui lissait déjà les cheveux, la poussant doucement vers le SUV. On ne peut pas rater le rendez-vous. Ils font payer un supplément si tu as plus de 10 minutes de retard. J'étais encore coincée, encore en train de saigner. Papa, soufflai-je faiblement. Aide-moi, je t'en supplie, je ne sens plus ma jambe. Il m'a regardé une seule fois. Une seule. Puis il a dit. Si tu as pu te conduire toute seule dans un accident, tu trouveras bien comment t'en sortir. Ils sont partis. Ils m'ont laissé là, en sang, piégé, sous la pluie battante qui martelait le pare-brise brisé. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force. Je ne sais pas d'où m'est venue la volonté. Mais en sanglotant, j'ai détaché ma ceinture, je me suis traînée à travers les éclats de verre jusqu'à la portière du passager, que j'ai enfoncée avec ma bonne jambe. Je me suis écroulée au bord de la route comme un animal mourant. Une étrangère, une femme d'une cinquantaine d'années, s'est arrêtée 20 minutes plus tard et a appelé le 911. J'ai passé 6 heures aux urgences. Un fémur fracturé, une épaule déboîtée, de profondes entailles sur les côtes. Ils ont dû me plonger dans un état de semi-conscience pour pouvoir me recoudre. Et quand je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, mes parents n'étaient pas là. Ils ne sont pas venus. Ni cette nuit-là, ni le lendemain. Pas avant que l'hôpital n'envoie la facture de mon traitement et ne réclame la signature d'un tuteur légal. Quand ils ont enfin daigné apparaître, maman est entrée avec un gobelet Starbucks à la main et a lâché. Tu vas devoir payer ça toi-même. Tu sais bien qu'on n'est pas riche.
Papa s'est contenté de croiser les bras et de marmonner. La prochaine fois, tu conduiras mieux, Émilie. Elle, m'assure, avait posté une photo sur Instagram depuis le salon ce soir-là, avec en légende. Petit drama d'accident de voiture, mais j'ai quand même mes boucles. Et les commentaires pleuvaient. Ta famille est iconique. Même dans le chaos, vous tuez tout. J'espère que ta sœur va bien, mais tu gères. Personne ne savait. Personne ne savait que j'avais failli mourir exsangue parce que personne ne voulait rater un brushing. Et c'est à ce moment précis que je cessais d'être leur fille pour devenir autre chose. Une tempête qu'ils n'avaient pas vue venir. Et cette fois, c'est eux qui allaient se retrouver piégés. Convalescence. La convalescence ne fut pas seulement lente, elle fut humiliante. J'ai dû rester 6 semaines dans un centre de rééducation, car mes parents ne voulaient pas s'embarrasser de me soigner à la maison. Ma chambre, chez eux, avait été transformée en débarras, selon ma sœur, qui en avait fait un room tour sur TikTok pendant que j'étais encore en fauteuil roulant. Je l'ai regardé depuis mon lit de rééducation, les larmes coulant sur mon visage. Quand je suis enfin rentrée en boitant, l'épaule encore en écharpe, les jambes marquées et raides, il n'y eut ni accueil, ni ballon, ni « nous sommes si heureux que tu sois en vie ». Seulement Émilie qui hurla. PFF, ça veut dire qu'elle est déjà de retour. J'utilisais son bureau. Et maman, pointant la table du doigt. Ne mets pas de sang sur les coussins. Ils sont neufs. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas leur enfant. J'étais un fardeau qui n'avait pas eu la décence de mourir quand il le fallait. Alors je me suis tue. J'ai joué à la bonne fille, je cuisinais, je nettoyais, je pliais même le linge d'une seule main alors que mon corps me lançait encore. Mais j'écoutais. Et ce que j'ai découvert a tout changé. Ils avaient souscrit une petite assurance vie à mon nom lorsque j'avais eu 16 ans. Rien de suspect, soi-disant juste une alternative au fonds d'études. Mais après l'accident, ils avaient essayé de l'encaisser. Alors que j'étais encore vivante. L'hôpital avait rejeté leur demande, mais tout s'expliquait désormais. Ils avaient prévu ma disparition. Et quand j'ai survécu, je suis devenue gênante. Alors, j'ai pris une décision. J'ai arrêté de pleurer, et j'ai commencé à planifier. J'ai trouvé un emploi dans un centre d'appel, 3 villes plus loin. J'ai économisé chaque centime. À 19 ans, je suis partie sans un mot. Je me suis inscrite à des cours en ligne, j'ai suivi des cours du soir et j'ai accepté des petits boulots. J'ai loué une chambre chez une vieille enseignante à la retraite, gentille, qui savait que j'avais un passé compliqué mais n'a jamais posé de questions. Et 5 ans plus tard, à 24 ans, j'étais diplômée d'université, conseillère en traumatologie agréée, et une femme qui venait d'acheter l'immeuble où se trouvait le salon de coiffure familial que mes parents chérissaient tant. Le même endroit où Émilie avait exhibé ses boucles, la nuit où j'avais failli mourir. Le lieu dont ma mère se vantait en déclarant à son club de cartes qu'elle en possédait 50%. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'autre propriétaire avait vendu ses parts 6 mois plus tôt. À moi. Discrètement. Légalement. Entièrement. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai attendu que maman organise son grand événement printanier de beauté, celui que le salon organisait chaque année pour attirer influenceurs, clients et réservations de mariage. Elle s'en vantait déjà dans le bulletin de quartier. Et je l'ai laissé faire. La veille de l'événement, je suis entrée avec un classeur sous le bras et un sourire aux lèvres. La réceptionniste, désormais mon employée, m'a remis les clés principales. Je suis entrée dans le bureau et j'ai remplacé chaque affiche, chaque écran de réservation, chaque carte de confirmation client par un avis imprimé en gras. Événement annulé. La direction a changé. Contactez Dr River pour plus de détails. Oui, Dr River. J'avais changé de nom. Mais eux savaient. Oh, ils savaient qui j'étais quand je suis entrée au milieu du salon le lendemain matin, en pantalon noir et blazer, classeur en main. La bouche de maman s'est ouverte de stupeur.
Émilie a laissé tomber son café glacé. Papa, venu comme toujours récolter le mérite de l'événement, s'est figé. Calmement, j'ai dit. Vous allez devoir rassembler vos affaires. À partir d'aujourd'hui, ce lieu appartient à une nouvelle propriétaire et vous n'êtes pas sur le bail. Mais c'est notre salon, hurla maman. Plus maintenant, répondis-je. Et si vous songez à vous introduire, les caméras que je viens d'installer disent le contraire. Émilie s'est précipitée dehors en pleurant. Papa a tenté d'argumenter. Je lui ai remis une lettre de mon avocat. Quant à maman, elle me fixait comme si elle voyait un fantôme. Tu n'es plus notre fille, siffla-t-elle. J'ai souri. Je ne l'ai jamais été, apparemment. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai insulté personne. Je n'en avais pas besoin. Il m'avait laissé saigner une fois. Cette fois-ci, je l'ai laissé pétrifié et insignifiant. Après les avoir expulsés du salon, on pourrait croire que l'histoire s'arrêterait là. Mais les narcissiques ne s'éteignent jamais en silence. Ils pivotent vers la pitié. En quelques jours, mes parents commencèrent à dire à tout le voisinage que j'étais devenue folle, que j'étais rancunière, instable, et que je les attaquais à cause d'un malentendu d'enfance. Ils racontaient que j'avais toujours été dramatique et que l'accident de voiture n'était qu'un accident. Qu'il n'avait rien à voir avec Émilie. Elle, de son côté, publia une vieille photo de moi sur les réseaux sociaux avec pour légende. Certaines personnes ne guérissent jamais. Elles ne font que blesser les autres. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais tout documenté, les comptes rendus médicaux de sortie de l'hôpital, l'enregistrement audio du 911 passé par la femme qui m'avait trouvé, la lettre de refus de la compagnie d'assurance après leur tentative d'encaisser ma police alors que j'étais encore vivante, des captures d'écran de textos, d'emails, tout. Et désormais, j'avais un public. Grâce à mon travail de conseillère en traumatologie, j'avais discrètement développé un blog et une communauté privée mais grandissante de personnes ayant des parents narcissiques. Des milliers de femmes qui avaient traversé ce que j'avais traversé. Voire pire. Quand j'ai posté mon histoire anonymement, elle est devenue virale en 2 jours. Puis j'ai lâché les preuves. Pas de nom, pas de détails identifiables, mais assez pour que les gens commencent à demander. Qui laisserait son enfant saigner dans une voiture pour un rendez-vous chez le coiffeur? Qui tenterait d'encaisser une assurance vie alors que sa fille est encore en vie? Qui fait ça? Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Même la presse locale en a parlé, sous la forme d'un témoignage anonyme de lanceuse d'alerte. Et devinez ce qui s'est passé? Leurs amis ont cessé d'appeler. Leur groupe d'église les a discrètement rayés de l'annuaire. Leur licence de salon a expiré et n'a jamais été renouvelée. Tout devint sujet à examen public. Les clients disparurent. Leur petit empire de beauté s'effondra. Et moi? J'ai ouvert une nouvelle clinique dans ce même immeuble, un centre de thérapie spécialisé pour adolescents victimes de négligence ou d'abus familiaux. Sur la vitre, un nom, la salle de la résilience. Le jour de l'inauguration, j'ai prononcé un discours. Je n'ai cité aucun nom. Je n'ai pas crié. Je n'ai accusé personne. J'ai simplement dit. Un jour, j'ai saigné dans une voiture, tandis que les personnes que j'aimais couraient à un rendez-vous. Aujourd'hui, je détiens les clés de l'endroit pour lequel ils m'auraient laissé mourir. Alors, si vous avez déjà été abandonné, meurtri ou réduit au silence, cette salle est pour vous. Des larmes ont jailli dans le public. Je me suis reconnue dans tant d'entre eux. Et j'ai compris que je n'avais pas besoin de leurs excuses. J'avais seulement besoin de ne jamais leur ressembler. Des mois plus tard, j'ai reçu une lettre d'Émilie. Aucune excuse, seulement de l'amertume. Alors, ça fait quoi de détruire ta propre famille, écrivait-elle. J'ai souri. Parce que la vérité, c'est que je n'avais pas détruit une famille. J'en avais fui une. Et j'avais construit quelque chose de meilleur avec les morceaux qu'il avait laissés derrière eux.